Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Lundi prochain, les candidats au baccalauréat planchent pour obtenir le premier diplôme universitaire. L'heure est aux préparatifs et surtout au retrait des convocations. Depuis le 1er juillet, les bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi s'inscrivent en ligne. Quel est l'enjeu de ce programme et qui peut en bénéficier? Élément de réponse à suivre. Des erreurs médicales, beaucoup en parlent à tort ou à raison, bien que ce soit la troisième cause de décès après les maladies du cœur et le cancer. Elles sont très souvent le fait d'un mauvais diagnostic ou d'une mauvaise qualité des soins. L'examen national du baccalauréat se tient le 20 juillet prochain sur l'ensemble du territoire béninois. À quelques jours de cet examen, l'heure est au retrait des convocations. L'innovation cette année, les candidats sont appelés à retirer leurs convocations en ligne. Les responsables d'établissement invitent ici les parents d'élèves à suivre les candidats de près. Patrick Adjagoudjou pour plus de précisions. Le 20 juillet prochain est le premier jour du démarrage de l'examen national du baccalauréat 2020 au Bénin. 95 404 candidats répartis dans 137 centres de composition iront à la conquête du premier diplôme universitaire. Ce jour-là, aucun candidat n'aura accès à sa salle de composition sans sa lettre de convocation. La convocation, comme les cartes d'identité, sont des pièces très importantes pour les candidats et ils doivent faire en sorte que ces deux pièces soient protégées jusqu'au jour de l'examen. Et quelques jours avant le top départ des épreuves écrites de cet examen, les lettres de convocation des candidats sont déjà disponibles dans les établissements privés comme publics. Nous avons déjà édité les convocations. Nous avons retiré les convocations dédiées aux candidats au baccalauréat 2020 sur le site de l'Office du baccalauréat. Et les convocations sont déjà à notre disposition. Pourtant, dans plusieurs collèges de Cotonou comme ici, c'est à une semaine ou à quelques jours du baccalauréat que les candidats pourront avoir accès à leur lettre de convocation. On attend les derniers jours parce que les enfants, des fois, quand on leur remet, ils perdent les convocations. Donc pour cela, on a gardé les convocations jusqu'à la dernière minute. Tant qu'ils n'ont pas encore leur convocation, ils sont soumis au règlement intérieur de l'établissement et cela nous permet vraiment de les avoir pour les cours de renforcement. Pendant ces cours de renforcement assidus, les candidats auraient aussi veillé à la vérification des diverses références mentionnées sur leur lettre de convocation. De quoi rassurer les parents. Toutes les convocations sont en bon état à notre niveau parce que sur la liste officielle envoyée par l'office de bac, ce qui figure sur la convocation, c'est ça qui est encore sur la liste. Donc les enfants ont collationné eux-mêmes la liste d'abord pour voir s'il y a des erreurs. Donc si un enfant regarde, si c'est bon, l'enfant émage pour dire qu'à son niveau, tout est correct. Donc on a déjà fait ce travail depuis la première semaine où on a tiré les convocations sur le site de l'Office du baccalauréat. La direction de l'Office du baccalauréat rassure donc les candidats. Ce qu'on va demander aux candidats, c'est ce qu'ils ont déjà vu, parce que nous prenons toujours la ligne médiane. Pas trop compliqué, pas trop facile, mais quand même qui reflète l'entièreté des programmes. Cette année, l'édition 2020 du baccalauréat sera inscrite dans les annales, car les habitudes de composition vont changer parce que le respect des mesures barrières contre le coronavirus l'oblige. Le PSIE, Programme spécial d'insertion dans l'emploi, est un programme qui permet d'insérer dans l'emploi les jeunes diplômés. Cette réforme permet aux entreprises non seulement d'avoir des incitations nécessaires
pour participer à la création de la richesse pour ensuite créer des emplois. Pour mieux comprendre l'enjeu et les contours de ce programme mis en place par le gouvernement, une équipe de la rédaction a interviewé Charlemagne Lokossou, coordonnateur du programme. On l'écoute. Le PSE est né de la volonté du chef de l'État, non seulement d'aider les entreprises à disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, et également favoriser l'employabilité des jeunes. Les entreprises, ça va leur profiter pour la simple raison que pendant une année, l'État prend en charge les salaires. 100% la première année, charge sociale, salaire net aux employés qui seront recrutés. Et pour la deuxième année, l'État supporte les charges sociales et fiscales, quitte à l'entreprise de prendre en charge les salaires nets des employés. Alors donc l'entreprise est au cœur du dispositif. Ce n'est que la demande en travail, la demande en main-d'œuvre des entreprises que l'État concourt à satisfaire par la prise en charge salariale dans la mesure où plusieurs entreprises veulent recruter mais n'ont pas toujours les moyens financiers de faire face aux charges salariales. N'oubliez pas que le tissu de formation de notre pays est un tissu désaxé dans la mesure où les personnels formés ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. Alors, pour pouvoir accompagner et limiter et réduire cette inadéquation, le gouvernement a mis en place ce PSE, entre autres programmes, pour réduire la fracture capacitaire entre ce que veulent les entreprises et les jeunes qui cherchent du travail. La plupart des demandes formulées par les entreprises des 14 branches d'activité qui ont été repérées comme étant les plus pourvoyeuses d'emplois ont demandé effectivement essentiellement des profils professionnels, des gens qui, même s'ils n'ont pas la pratique, mais s'ils ont déjà au moins le bagage théorique dans une école professionnelle, l'entreprise pourra les mouler pour la simple raison que l'État assure le coût d'ajustement parce que les salaires sont payés. Sinon, avant, c'est l'entreprise qui allait payer les salaires et former les gens. Mais aujourd'hui, l'État dit, bon, je paye les salaires, il faut vous former. Le PSE recrute comment? On fait la présélection et la sélection et on envoie les 5 meilleurs par poste à l'entreprise, quitte à elle, avec ses propres procédés, de choisir la meilleure personne qui lui conviendrait et nous retourner, bien sûr, le reliquat de candidats qui n'auraient pas été retenus. L'entreprise étant fortement associée, il va lui être difficile de ne pas incorporer cette personne dont elle a assuré elle-même la sélection finale dans son personnel. Parlons maintenant santé, c'est la 3e cause de décès dans le monde après les maladies du cœur et le cancer. Et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, dans 7 pays développés, un patient hospitalisé sur 300 décède des suites d'erreurs médicales, soit près de 500 000 décès par an dans le monde. Des chiffres alarmants qui sont soit la conséquence de la mauvaise qualité des soins, soit de l'excès de confiance dans le diagnostic ou encore de manque de personnel médical et infirmier. Que comprendre par erreur médicale? La réponse, c'est dans cet élément. Il n'est plus rare d'entendre qu'un individu porte un handicap à vie ou passe de vie à trépas à cause d'une erreur médicale. Une erreur médicale telle que c'est formulé, c'est tout ce que vous commettez et qui n'est pas conforme à la norme. La caractéristique en milieu de santé, c'est que quand on commet l'erreur à la santé, on meurt ou la victime porte des séquelles indélébiles. Juste les moyens qui manquent ou que la conscience professionnelle fasse défaut et l'irrécupérable est fait. Un agent de santé a une obligation, non seulement de résultats, mais une obligation totale de moyens, comme on l'avait connu avant. Les cas sont légion. Parfois, l'erreur médicale advient par la cupidité de l'agent de santé ou par intention de nuire. Le cas d'une dame, elle s'appelle... Bon, l'émotion me prend, je continue. Cette dame dont je parle, la grossesse n'est pas arrivée encore à terme. Et dans une clinique privée, dans ce Cotonou, on décide de faire une intervention chirurgicale parce que l'intervention chirurgicale va rapporter plus à cette clinique que si on attendait le délai de 9 mois pour qu'elle accouche naturellement. On a enclenché une intervention chirurgicale précocement. Mais pendant l'opération, on s'est rendu compte qu'il y a un instrument qu'on n'a pas dans sa boîte à instruments. On a laissé le malade, dont le ventre est déjà ouvert là, pour aller chercher l'instrument au dehors. Et quand on est revenu avec l'instrument, l'oxygène a fait défaut, mais on n'a pas assez d'oxygène.
On est ressorti une deuxième fois au cours d'une intervention pour aller chercher les 6 jeunes chez un autre collègue. Cette dame qui est morte, dans ces conditions-là, ce n'est pas bien. Ce qui est pire par rapport à ce que nous disons là, c'est la dangerosité de l'homme béninois. Dans son cœur noir, il remplit les églises, il remplit les mosquées, il donne l'impression qu'il a l'amour du prochain, alors qu'en réalité c'est faux. Ce que je dis là et que vous écoutez là, c'est ça qui a fait que moi je porte une prothèse aujourd'hui à mon pied gauche. Même si hier les lois n'étaient pas applicables, aujourd'hui il y a espoir. Toute faute commise répond à des actes de sanctions donnés, mais aucune de ces dispositions n'est opérationnelle. Aujourd'hui, je suis heureux d'écouter le ministre de la Santé actuel que désormais les fautes ne sont plus impunies. Je dis Inch'Allah. Il n'est donc pas difficile de lutter contre l'erreur médicale. Il faut travailler en équipe. Aujourd'hui, les individualités ont poussé des hommes et des femmes à vouloir travailler seuls. Non. Il faut importer la médecine avec les habitudes du pays qui a découvert la médecine. C'est l'Europe, l'Asie, l'Amérique et consorts. Nous avons notre médecine qui est médecine traditionnelle. Et notre médecine traditionnelle a ses règles et ses principes. La médecine est un métier si noble qu'on ne peut l'embrasser sans chercher à hériter du cœur du Créateur. Hors du Bénin, la couverture de santé universelle sera bientôt une réalité au Cameroun. L'objectif est de rendre plus équitable l'accès aux soins de santé à toute la population. Barbara Padjama pour le reportage. Consultation au microscope des mots qui affaiblissent. La fatigue est générale quand on interroge le secret médical. Tous les hôpitaux du pays partagent le même diagnostic, à quelques exceptions près pour les villes de Yaoundé et de Douala. En salle, un médecin généraliste pour 100 patients. L'état de la sollicitation est toujours en soins intensifs. Heureusement, les médecins savent exactement où le mal est logé. La qualité du plateau technique et la fuite des cerveaux. Ce sont des ambitions personnelles qui font que des médecins décident de s'expatrier pour aller travailler ailleurs. Nous savons qu'il y a des spécialistes au Cameroun, mais ils sont tous accumulés à Yaoundé et Douala. Les plateaux techniques, les meilleurs sont également à Yaoundé et Douala. Certains jeunes spécialistes camerounais ont choisi de partir sans même examiner l'état de santé ou les besoins locaux. Le manque à gagner a subi une greffe. Il y a eu de grandes améliorations au cours des dernières décennies. Nous avons les universités d'État qui sont en nombre suffisant et nous avons les institutions d'enseignement supérieur privé qui concourent toutes à produire entre 300 et 500 médecins par an, généralistes et spécialistes. Il y a plus de 30 ans, le Cameroun ne comptait aucun scanner dans ses équipements. Dans l'urgence, les décideurs ont dépêché des ambulances pour réanimer le plateau technique de toutes les formations sanitaires. La très haute hiérarchie nous avait accordé 2,5 milliards pour rééquiper entièrement l'ocule. Nous commencerons à faire de la chirurgie laparoscopique ocule. Nous allons lancer l'endoscopie haute digestive. On est en train d'installer un radio numérique en bas. Un amplificateur de brillance. 8 centres de référence sont actuellement en laboratoire. Tous les chantiers tournent autour de la mise en place de la couverture santé universelle. Rendre équitable cet accès aux soins au plan géographique et au plan financier, rendre disponibles les médicaments essentiels, rendre disponible, améliorer la technologie. En attendant le relooking général, les centres hospitaliers exercent fièrement leur serment d'Hippocrate, sans langue de bois. La République du Tchad veut accélérer sa transformation par le numérique, socle de la nouvelle économie. Les technologies de l'information et de la communication seront en effet davantage intégrées dans les différents secteurs stratégiques socio-économiques par les autorités de N'Djamena. Un nouveau plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030 est annoncé à cet effet. Ce nouveau plan témoigne de la volonté du gouvernement tchadien de rattraper le retard technologique accusé par le pays. Une volonté d'évolution qui a d'ailleurs connu sa première phase avec le lancement du projet de modernisation des infrastructures et de communication électronique au Tchad. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.